Bienvenue dans cette correction de lieu 1 du DSCG 2019, la suite de la correction du dossier numéro 3, droit des contrats, avec les questions 3, 2 et 3, 3. Alors je vais commencer par lire le sujet avec vous. Monsieur Nitrit, président de la SAS Good Food, a conclu un contrat avec la société Chrysoin qui se fournit auprès de la société Formaldéhyde. La SAS Good Food a fait procéder à 2 expertises à la suite d'un signalement de ces produits. Ces expertises ont révélé que des lots avaient été contaminés dans les locaux de la société Formaldéhyde par un produit toxique prohibé pour l'usage alimentaire. La SAS Good Food souhaite agir en justice contre la société Chrysoin sur le fondement de la garantie des vices cachés. Et la question 3.2 était formulée de la façon suivante: quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés? Étant précisé dans la question, le régime de la responsabilité des producteurs du fait des produits défectueux est considéré comme hors sujet. Alors, d'abord un petit rappel sur ce que c'est que la garantie des vices cachés. La garantie contre les vices cachés protège l'acheteur, donc il s'agit bien d'une garantie qui concerne les contrats de vente, un acheteur contre un vendeur ou en face d'un vendeur. Donc la garantie contre les vices cachés protège l'acheteur contre les défauts non visibles au moment de l'achat et qui rendent le bien impropre à l'usage auquel il est destiné ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ce bien, ou alors à un prix inférieur. Cette garantie concerne toutes les ventes et tous les biens, ce qui signifie que si le jour du DSCG, eh bien, le bien en question est un bien immeuble, par exemple, la garantie s'applique bel et bien. Elle n'est pas réservée aux biens meubles. Si il s'agit d'un bien qui a été acheté d'occasion, par exemple sur Le Bon Coin, la garantie trouvera également à s'appliquer. La garantie n'est pas réservée aux produits neufs. Il faut bien le savoir parce que vous pourriez être un peu déstabilisé si le jour J, le jour de l'examen, vous tombez sur un exercice qui n'est pas exactement le même et qui parle de la garantie des vices cachés. Donc cette garantie concerne bien toutes les ventes et tous les biens. Alors pour actionner la garantie des vices cachés, il y a 4 conditions. Il faut absolument que vous les connaissiez par cœur. La première, c'est que la chose doit avoir un défaut. La deuxième, c'est que le défaut doit être caché, évidemment. La troisième condition, c'est que ce défaut doit être suffisamment grave pour rendre la chose, on dit, impropre à l'usage auquel elle était destinée, ou en diminue notablement la valeur. Et la 4e condition, c'est que ce défaut doit être antérieur ou concomitant, à la vente. Il faut connaître par cœur ces conditions. Alors, on va appliquer maintenant, une fois qu'on a rappelé la règle, appliquons cette règle au cas d'espèce. Existe-t-il un défaut? C'est la première de nos 4 conditions. Eh bien, la réponse est oui. Si on relit le texte, la SAS Good Food a fait procéder à 2 expertises à la suite d'un signalement de ces produits. Ces expertises ont révélé que des lots avaient été contaminés. Le voilà le défaut. Les lots sont contaminés. Deuxième condition, le défaut est-il caché? La réponse est oui également. Si on relit le sujet, la SAS Good Food a fait procéder à 2 expertises à la suite d'un signalement de ces produits. Donc, c'est par hypothèse après la vente qu'elle a découvert à l'occasion d'un signalement que ces produits étaient contaminés. Le défaut était donc caché pendant la vente puisqu'il ne s'est révélé qu'après. 3e condition, le défaut rend-il le bien impropre à l'usage? Eh bien là, si on continue la lecture du sujet, vous voyez la phrase en gras à la fin. Les expertises ont révélé que les lots avaient été contaminés dans les locaux de la société Formaldéhyde par un produit toxique prohibé par l'usage alimentaire. Il est évident que si les lots sont contaminés par un produit toxique, eh bien, ils sont impropres à l'usage. On ne peut pas les vendre, évidemment, on ne peut que les jeter. Et donc la 3e condition est également remplie. 4e condition, le défaut existait-il avant la vente? Eh bien là, on voit le sujet qui est présenté de la façon suivante. Monsieur Nitrit, président de la SAS Good Food, a conclu un contrat avec la société Chrysoin qui se fournit auprès de la société Formaldéhyde. Et donc, on sait que les lots ont été contaminés dans les locaux de la société Formaldéhyde. Donc, par hypothèse, ils étaient déjà contaminés lorsque le vendeur a acheté lui-même les lots. Donc les 4 conditions sont remplies. Et alors, comment est-ce qu'on articule la réponse que je viens de vous donner avec la méthode que nous vous avons déjà présentée chez Proconta? On vous rappelait qu'il fallait rappeler la règle de droit, c'est ce que j'ai fait, et puis l'appliquer au cas. Et on vous disait également qu'il ne fallait pas oublier, au moins au brouillon, disons, de libeller la question de droit et pour cela de qualifier les faits. Parce qu'on ne peut pas formuler la question de droit tant qu'on n'a pas qualifié les faits. Eh bien, ces 2 premières étapes, qualification des faits et question de droit, n'étaient pas nécessaires ici. Pourquoi? Parce que la question de droit était
déjà formulé. Hein, quelles sont les conditions de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés? C'est déjà la question de droit. Donc là, il n'était pas nécessaire de se demander quelle était la question ou le problème de droit, puisque elle était déjà formulée telle quelle, et les faits d'ailleurs étaient déjà qualifiés. C'est pour ça qu'on peut passer directement au rappel de la règle applicable. Voilà la parenthèse sur la méthode. Alors je continue en vous montrant à quoi pourrait ressembler un corrigé type. La seule façon de répondre simplement, correctement, pour avoir tous les points à une question comme celle-là, c'est de présenter votre réponse dans votre copie comme cela. D'abord en droit, vous voyez, lors d'une vente, le Code civil prévoit une garantie contre les vices cachés qui protège l'acheteur contre les défauts non visibles au moment de l'achat. Pour mettre en œuvre cette garantie, 4 conditions doivent être réunies. Je ne fais que répéter ce que je viens de dire, mais en vous montrant à quoi ça pourrait ressembler une copie parfaite, une copie qui a 20 sur 20. Alors, la chose doit d'abord avoir un défaut. Le défaut doit être caché, c'est-à-dire non visible, sans expertise ni démontage. Hein, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Le défaut caché, c'est un défaut qui n'est pas visible sans être un expert ou sans avoir à démonter la chose. Troisième condition, le défaut doit être suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l'usage auquel elle était destinée ou à en diminuer notablement la valeur. Et enfin, le défaut doit être antérieur ou concomitant à la vente. Lorsque ces conditions sont réunies, l'acheteur peut agir contre le vendeur dans un délai de 2 ans à compter de la découverte du vice. Ça, c'est le rappel de la règle applicable. Et ensuite, l'application en l'espèce est très simple. Hein. Vous précisez bien sur votre copie en droit et vous rappelez la règle en l'espèce et vous appliquez la règle au cas. Donc en l'espèce, la SAS Good Food a acheté un lot de fleurs dans le but de fabriquer des colorants alimentaires. Ça, on le savait, c'était le précisé dans la première partie du sujet qui a fait l'objet d'une correction dans une autre vidéo. Or, la marchandise est contaminée par un produit toxique, ce qui constitue un défaut grave qui affecte la substance de la chose. Il est précisé que 2 expertises ont été nécessaires pour détecter l'anomalie. Il s'agit donc bien d'un vice caché. Donc vous appliquez les 4 conditions que vous venez de rappeler dans le cas, hein, avec le sujet. Enfin, l'expertise précise que le vice est antérieur à la vente. En conclusion, puisque le vendeur est responsable des défauts qui affectent la chose et que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, la SAS Good Food pourra agir contre la société Chrysoin. C'est aussi simple que ça. Alors, la question suivante était formulée comme ça. Quels peuvent être les effets de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés? Alors là, il faut savoir, je vous rappelle la règle tout de suite, que les règles applicables, le régime finalement de la garantie des vices cachés, le jeu de la garantie des vices cachés offre 2 possibilités à l'acheteur. Soit il peut le demander la restitution du bien contre le remboursement du prix de vente et des frais engagés, c'est ce qu'on appelle l'action rédhibitoire, soit il peut conserver le bien, mais dans ce cas demander une réduction, un remboursement partiel de façon proportionnelle à la perte de la valeur, c'est ce qu'on appelle l'action estimatoire. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut ajouter à ces 2 possibilités une précision qui concerne la mauvaise foi du vendeur. Si le vendeur était de mauvaise foi, c'est-à-dire s'il connaissait le vice au moment de la vente, l'acheteur peut lui demander également le paiement de dommages et intérêts. Le paiement de dommages et intérêts, pardon. Et il faut savoir que quelle que soit l'option choisie, hein, la restitution de la chose ou le remboursement partiel du prix payé, le délai pour agir contre le vendeur est de 2 ans. 2 ans à partir de quand? 2 ans à partir de la découverte du vice. Si vous vouliez vous rendre compte de à quoi pouvait ressembler, là encore, la réponse d'une copie parfaite, d'une copie qui aurait obtenu tous les points à cette réponse, eh bien voici à quoi elle pourrait ressembler. En droit, selon le Code civil, la mise en œuvre de la garantie des vices cachés ouvre à l'acheteur le choix entre 2 possibilités. Soit restituer le bien contre le remboursement intégral du prix de vente, y compris les frais engagés par la vente, on parle d'action rédhibitoire, soit conserver le bien en échange d'une réduction du prix proportionnelle à la perte de valeur, on parle alors d'action estimatoire. Par ailleurs, si le vendeur était de mauvaise foi, l'acheteur qui a subi un préjudice peut lui demander une indemnisation et donc le paiement de dommages et intérêts. Ça c'est en droit. En l'espèce, dans le cas présent, donc toujours vous distinguez bien en droit, en espèces pour que le correcteur parvienne bien à suivre votre raisonnement. Dans le cas présent, la marchandise achetée est totalement inutilisable car impropre à la consommation. La SAS Good Food pourra donc exercer l'action rédhibitoire afin de pouvoir restituer la marchandise et obtenir le remboursement complet du prix payé. Par ailleurs, l'acheteur pourra aussi obtenir le remboursement des frais payés pour faire
qu'il a payé pour faire l'acquisition de cette marchandise, tels que le coût de stockage et de transport. Enfin, si le vendeur connaissait le vice avant de vendre la chose, la SAS Good Food pourra demander le paiement de dommages et intérêts en réparation des autres préjudices subis, tels que le manque à gagner qui a causé le vice et le retour de la chose. Alors, donc là, vous voyez, c'était des réponses assez faciles qu'il fallait apporter à ces questions, hein, tout simplement. Ce n'étaient pas des questions difficiles. Maintenant, il y avait quand même des pièges qu'il fallait identifier et qu'il fallait éviter. Il y avait deux pièges, à mon avis, dans ces deux questions. Le premier piège, c'est celui qui consistait à traiter les questions en droit uniquement, parce que telles qu'elles étaient formulées, ces questions, eh bien, on aurait pu penser qu'elles appelaient une réponse de pure connaissance. Quelles sont les garanties de mise en œuvre de la garantie des vices cachés? Quelles sont les conditions, de mise en œuvre de la garantie des vices cachés? On pouvait imaginer qu'on réponde en donnant les 4 conditions, mais qu'on n'applique pas cette règle de droit en l'espèce, dans le cas. Or, c'était une erreur. On attend bien de vous, au DSCG, que vous appliquiez la règle de droit, en l'occurrence là, aux faits, s'il y avait des faits. Il y a parfois des vraies questions de cours qui sont présentées en dehors de tout cas pratique. Dans ce cas, vous répondez purement en théorie. C'est la règle applicable qu'on attend de vous pour avoir tous les points, pour vous donner tous les points. Mais parfois, cette question de cours se présente juste après qu'un petit paragraphe ait eu lieu et été présenté, qui est un paragraphe qui présente un cas pratique. Dans ce cas, il ne faut pas simplement rappeler la règle, mais il faut également l'appliquer dans le cas pratique en question. Et c'était pareil pour la question suivante. Quels peuvent être les effets de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés? Là encore, on n'attendait pas de vous que vous répondiez en donnant simplement le régime in abstracto, abstraitement, mais bel et bien qu'après avoir rappelé la règle, vous l'appliquiez dans le cas présent. Alors, le deuxième piège, tout simplement, c'était celui qui consistait à oublier une condition de la garantie des vices cachés, ou alors à oublier un des éléments du régime. Et là, il faut se rappeler, à mon avis, 3 chiffres. Le premier, c'est 4. Il y a 4 conditions pour la garantie des vices cachés. Le deuxième chiffre, c'est il y a 2 options. Vous savez, il y a 2 possibilités d'action. Vous vous rappelez l'action rédhibitoire, l'action estimatoire. Et puis il y a une petite précision, c'est la possibilité de demander des dommages et intérêts si le vendeur connaissait l'existence du vice. Et puis le troisième chiffre, c'est à nouveau un 2, c'est le délai de 2 ans qu'il faut respecter pour agir, 2 ans à compter de la découverte du vice. Donc 4 conditions, 2 options et un délai de 2 années. C'est ça que vous devez vous rappeler si vous voulez faire un carton le jour J, si vous tombez sur la garantie des vices cachés. D'ailleurs, pour vérifier que vous allez bien mémoriser, pour vous aider à mémoriser ce sujet, je vous présente tout de suite, sous la forme d'une petite fiche synthétique, ces éléments de connaissance. 4 conditions. Un vice qui soit caché, un vice suffisamment grave qui rende la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée. Et enfin, un vice qui soit antérieur ou concomitant à la vente, un vice ou un défaut, c'est synonyme. 2 effets ensuite de la garantie des vices cachés. Si les 4 conditions sont réunies, alors on peut demander le remboursement ou bien, et donc la restitution de la chose qui va avec, ou bien la réduction du prix. Il faut savoir qu'il peut y avoir en plus des dommages et intérêts, il faut se rappeler enfin qu'il y a un délai pour agir, un délai de 2 ans maximum pour agir contre le vendeur. Si vous vous rappelez de ça, 4, 2, 2, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas le jour J. Alors pour vérifier quand même que vous avez bien compris, je vous propose un entraînement sur un cas assez proche, mais pas exactement le même, pour voir si maintenant vous savez appliquer la règle dans un autre cas. Parce qu'il s'agit pas simplement de connaître les conditions, tous les éléments de connaissance, mais de les appliquer le jour J. Alors voilà, je vous lis un petit exercice que j'ai conçu pour vous. Arnaud a acheté un camping-car à Henri. Après quelques kilomètres, l'alternateur destiné à alimenter les appareils électriques tombe en panne. Furieux, il contacte Henri qui lui propose de prendre en charge la réparation. Arnaud refuse, il n'a plus confiance dans le véhicule et souhaite en changer. Arnaud peut-il se fonder sur la garantie des vices cachés pour se faire rembourser? Je vous rappelle, on peut regarder à nouveau, si vous voulez rapidement, les 4 conditions. Un vice qui soit caché, qu'il soit suffisamment grave et qu'il soit antérieur ou concomitant à la vente. Les 2 effets, la restitution de la chose et le remboursement du prix ou la réduction du prix. La question des dommages et intérêts, le délai pour agir. Et une fois que vous vous rappelez de ces éléments, je vous invite à reprendre l'exercice et à tout de suite essayer, juste mentalement, sans rien écrire, de vous demander si les règles s'appliquent
commencer par vous demander si les 4 conditions sont réunies, parce que si elles ne sont pas réunies, ce ne sera même pas la peine de vous interroger sur le régime. Allez, je vous lance avec un petit chrono, je vous laisse 30 secondes pour vous demander si les conditions de la garantie des vis cachées sont réunies ici. Alors, le temps qui vous était imparti pour répondre à cette question vient d'expirer. Alors, on va passer en revue ensemble les 4 conditions. La première, existe-t-il un défaut? Et la réponse est oui. L'alternateur destiné à alimenter les appareils électriques est tombé en panne. Deuxième condition, était-il caché ce défaut? La réponse est oui également, après quelques kilomètres. C'est ce qu'on vous précise. L'alternateur est tombé en panne après quelques kilomètres. Et donc, il a fonctionné pendant les premiers kilomètres. Il est tombé en panne après, il était caché, il était compliqué, sauf à démonter la chose, sauf à être un expert. Compliqué de savoir qu'il était fragile et qu'il allait tomber en panne. Le défaut rend-il le bien propre à l'usage? Alors là, la question est pas si évidente. On pourrait imaginer que c'est non, parce que l'alternateur destiné à alimenter les appareils électriques rend pas véritablement un camping-car impropre à son usage. Si c'était le moteur du camping-car lui-même qui était tombé en panne, évidemment, il aurait été impropre à l'usage, ce camping-car. Il n'aurait même pas pu continuer à rouler. Mais là, on vous parle d'un alternateur qui vous permet d'alimenter les appareils électriques. On peut tout à fait considérer que ça ne rend pas le camping-car impropre à l'usage auquel il est destiné. Et donc, que la condition numéro 3 n'est pas remplie. La condition 4, on peut continuer quand même. Le défaut existait-il avant la vente? Alors certes, il a fonctionné pendant les premiers kilomètres, cet alternateur, mais s'il est tombé en panne après, c'est qu'il avait un défaut préalable, on peut l'imaginer. Et donc, on peut considérer que cette 4e condition est remplie, mais toujours est-il qu'il en manque une et que les 4 conditions n'étant pas réunies, l'acheteur ne pourra pas mettre en œuvre la garantie des vis cachées et par conséquent, il n'est pas nécessaire de se poser la question de l'action qu'il pourrait, de la forme de l'action qu'il pourrait intenter, action estimatoire, action rédhibitoire, parce qu'elle n'est pas possible, tout simplement. Donc là, les conditions ne sont pas réunies. Il n'était pas possible de mettre en place la garantie des vis cachées. C'est simplement ça qu'il aurait fallu répondre si vous étiez tombé sur ce cas-là le jour J. J'espère que c'est plus clair pour vous et je vous dis à bientôt pour d'autres annales corrigées.